À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de commencer à tricher un petit peu concernant ces vidéos. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la vidéo où je vais parler des films, séries et jeux vidéo que j'ai fait le mois précédent. Pourquoi est-ce que je vous dis que je vais tricher? C'est que je vais plus me limiter au mois, à la date exacte. Là, on parle de novembre, mais ça va aller jusqu'aux œuvres que j'ai vues hier, pour la simple et bonne raison que c'est mieux de parler des choses qui sont bien plus récentes, parce que ça vous intéresse un peu plus. Donc je triche un petit peu, voilà. Je ne vais plus le faire en ordre de visionnage dans le mois, mais en ordre de classement qu'il faut pas prendre trop au sérieux parce que je vais mélanger films, séries, jeux vidéo. Ne le prenez pas trop littéralement, mais voilà, ça va en ordre de préférence à partir de maintenant. Je ne vais pas revenir sur les films que j'ai critiqués en critique à chaud ou sur lesquels je compte faire des vidéos dans les semaines qui viennent. C'est un avis rapide, sans spoiler, et je compte sur vous pour mettre votre avis dans les commentaires. La pire œuvre que j'ai vue récemment, c'est malheureusement l'œuvre de Guy Ritchie, dont le nom est absolument insupportable, du coup je vais le lire. C'est The Ministry of Ungentlemanly Warfare, avec Henry Cavill entre autres, mais plein d'autres acteurs. Et je dois vous admettre que c'est peut-être l'un des films de Guy Ritchie les moins inspirés, les moins intéressants, les moins profonds entre guillemets, les moins fun. On dirait vraiment un Inglourious Basterds du pauvre. Déjà que le pauvre Guy Ritchie se fait souvent comparer à Tarantino, mais là honnêtement j'ai trouvé que c'était plus un téléfilm qu'autre chose, alors qu'à la base c'est un film de cinéma. J'ai été tellement déçu. Alors c'est juste l'histoire, pour ceux qui savent pas, d'une unité spéciale britannique qui opère de manière secrète et qui doit faire face à la fois à des nazis et forcément au régime britannique parce qu'ils sont secrets. Et c'est un enchaînement de péripéties un peu testostéroné. Du coup, je me dis ça pourrait être au moins fun, presque second degré, mais c'est pas vraiment le cas. Ça se prend à la fois un peu trop au sérieux et à la fois trop dans la comédie. J'ai trouvé aucun des personnages intéressants, attachants ou même les performances d'acting plus ou moins mémorables. Pour moi, c'était le vide absolu en termes de mise en scène aussi. Je trouve que Guy Ritchie était pas du tout inspiré et ça dure 2 heures, bordel. C'était extrêmement long. C'est disponible sur Prime Video pour ceux qui veulent tenter. Mais pour moi, je suis désolé de le dire, hein, même si c'est pas en soi un mauvais film techniquement, je trouve qu'artistiquement c'est vide. Venant de Guy Ritchie, c'est décevant et c'est pour moi l'un des pires films de l'année tout de même. En théorie, j'aurais dû aimer le délire espionnage international contre des nazis, mais alors là, je me suis fait royalement chier. Je trouvais que c'était un film vide d'énergie et vide d'un fun qu'il aurait pu proposer. Pourtant, tu m'aurais dit sur le papier, j'aurais dû adorer quoi. Il y a un côté hommage qui est pas trop mal et ça se la joue un peu badass, mais parfois c'est un peu forcé et ça fait vraiment ado qui écrit des trucs badass. Pour moi, c'est l'un des pires film de Guy Ritchie malheureusement. J'aime pas le dire, hein, mais ça méritait vraiment une sortie streaming plus qu'au cinéma pour le coup. Et du coup en France il est sorti en streaming. Là je sais que je vais me faire des ennemis parce que c'est une série que vous adorez, mais vraiment beaucoup. C'est la série From. J'ai vu la 3e saison et je suis désolé mais je n'aime toujours pas. Et c'est dommage parce que moi la première saison j'avais adoré, j'avais binge-watché, j'ai trouvé ça vraiment fun, intéressant, le côté mystère à Lost qui était vraiment réussi d'après moi. Et plus j'avançais dans l'œuvre, la saison 2 m'a énormément déçu pour une raison très simple. Je trouve que pour une série de mystère et pour ce genre de série de manière générale, c'est extrêmement vide. Il y a 10 épisodes par saison. La 2e, c'était le même problème que la 3e ici. Genre le début de la 3e, mortel. Trop bien, je kiffe, je me dis putain, on est reparti, ça avance, le mystère est en train de se résoudre. Il y a plein d'arcs narratifs qui sont bien lancés et tout. Et ensuite, il y a cet épisode où il se passe rien. 1, 2, il se passe des trucs. Et le 10e épisode, il se passe encore des trucs. Et tu vois, à la fin, en soi, j'aime bien. J'aime bien le dernier épisode, il y a des réponses au mystère, ça finit les arcs narratifs de manière correcte. Mais le milieu là, c'est cet épisode au milieu que je me suis, désolé de le dire, encore une fois, royalement fait chier. Je trouve que ça avance pas du tout. C'est le syndrome de Walking Dead. Ça avance au début, à la fin et puis basta. Au milieu, c'est un enchaînement de développement de personnages qui développent pas grand chose sur les personnages et qui les fait pas vraiment avancer. Les relations sont pas assez convaincantes. Je me suis pas du tout attaché à ces personnages, genre vraiment pas du tout. Pour une série d'horreur, elle fait pas du tout peur, elle n'angoisse pas du tout. Pour une série de mystère, elle t'interroge pas plus que ça, sauf au début et à la fin. Mais le milieu, t'apprends vraiment rien quoi. Et du coup, tu passes une saison entière à regarder des choses qui t'intéressent pas vraiment, je trouve. Il y a plus de révélations, il y a plus de retournements. Tous les épisodes se ressemblent, on dirait que tu vois le même. Tu pourrais même pas le différencier de l'épisode 3 au 6 ou 7 ou 8 parce que c'est filmé dans les mêmes endroits constamment sans vraiment ce truc. J'ai regardé jusqu'au bout quand même, pourquoi pas, pour en parler un petit peu, mais je pense pas que je vais regarder la 4e saison. Je m'en fous au fait du mystère parce que je m'en fous des personnages. Tu vois, c'est pas comme Lost où j'étais accro, j'adorais. J'ai binge-watché non-stop. Je trouve qu'il y avait pas beaucoup de ventre mou dans Lost, sauf à partir de la 4e, allez, 5e saison, je dirais. Mais je trouve l'écriture des personnages, de l'histoire assez anecdotique, peu passionnante malheureusement. Il y a quelques idées satisfaisantes et des arcs narratifs plutôt cool, hein, mais globalement, il n'y a pas d'idée de mise en scène, ça joue pas assez avec le concept horrifique mystère, et même les acteurs n'ont pas l'air vraiment impliqués. Du coup, pour moi, c'était vraiment une énorme déception, je suis désolé de le dire. Ensuite, j'ai vu le nouveau film de Robert Zemeckis que beaucoup de personnes adorent, c'est le film Here, et j'ai beaucoup de choses à dire. La première est que j'ai pas trouvé le film mauvais en soi, j'ai juste trouvé que c'était l'un des films les plus oubliables et peu intéressants de cette année malheureusement. Pour ceux qui connaissent pas le film, c'est juste un plan de caméra à travers de nombreuses générations. Genre ça commence littéralement avec les dinosaures et tu passes majoritairement le temps avec une seule famille, même
même s'il y en a plusieurs, et c'est une histoire de générations qui vivent au même endroit, tu découvres un peu leur vie, leurs amours, leur tendresse, leurs relations avec leurs parents, les choses qu'ils vivent. Et c'est un film qui est intéressant sur le concept parce que c'est qu'un seul plan. Et il y a un côté un peu vignette qui fait très BD parce que ça datait d'une BD d'ailleurs. Le film est resté genre 2 semaines en salle et personne n'a eu le temps de le voir sauf les passionnés de Zemeckis. C'était un énorme échec commercial, pourtant il a coûté assez cher, je crois que 50 millions. Et c'est un film expérimental sur le temps qui passe, sur les regrets, sur l'amour, sur la famille. Et tu vois ces fameux moments clés. Et je trouve que les moments clés sont assez basiques, il n'y a rien de fascinant, c'est hyper prévisible et jamais le film va au-delà du concept malheureusement. Tout est très convenu, déjà vu 1000 fois. C'est tire-larme à mourir, il y a moyen que vous chialiez, franchement, parce que c'est le but. Le film veut vraiment que tu chiales tout le long. Et ceux qui aiment ça, bah vous allez kiffer. Mais entre le rajeunissement numérique dégueulasse qui permet même pas de voir l'acting des personnages, les acteurs trop loin de la caméra la majorité du temps, du coup tu vois pas non plus comment ils jouent, les personnages extrêmement basiques et les thématiques sur l'art et le cinéma et le capitalisme, bah pareil, aussi classique. Le souci c'est la gueule du film entre les transitions immondes, les effets spéciaux catastrophiques qui te sortent clairement de l'expérience pour le coup. Écoutez, j'ai pas ressenti énormément d'émotions, je n'ai pas détesté non plus, mais j'ai trouvé Zemeckis peu inspiré. C'est une déception évidente, même si c'est pas un mauvais film en soi. Beaucoup d'entre vous, vous allez clairement vous en rappeler, mais ce n'était clairement pas mon cas. Ensuite, j'ai rattrapé le film Memory que je n'ai pas eu l'occasion de voir en salle cette année. Memory, ça raconte l'histoire d'une femme qui va se lier d'amitié / travailler pour un homme qui perd sa mémoire tout simplement. Et du coup, ça sera une sorte de relation amoureuse entre une femme qui a beaucoup de traumatisme et un homme qui oublie malheureusement sa vie au fur et à mesure. Donc c'est un film intéressant sur la démence de une, mais sur l'incertitude du passé, d'un côté à cause de la maladie et de l'autre côté à cause des traumas qui ont eu lieu dans une famille et par rapport à cette femme. J'ai trouvé le film très bien interprété, les deux acteurs étaient top. Je trouve que le film est assez touchant, mine de rien, pas mal de choses émouvantes, bien foutues. Tu vois vraiment l'acting de ces acteurs-là. Et j'ai trouvé le film fatalement assez touchant, émouvant dans plein de séquences. C'est beaucoup moins tire-larme, c'est beaucoup plus sincère, honnête, je trouve, dans la manière dont c'est fait. Et ce qui est intéressant, c'est le parallèle qui est vraiment dressé entre ces deux âmes qui ne voient pas l'avenir. C'est ça qui est touchant et beau. Il y a un côté, évidemment, amour impossible que beaucoup de personnes vont apprécier. Et d'ailleurs, la mise en scène va beaucoup jouer sur le symbole de la rupture tout le long. J'ai beaucoup aimé la vulnérabilité des personnages, l'efficacité de la mise en scène avec quelques idées. Pas le film le plus mémorable non plus, mais si vous voulez voir un film touchant, bien joué, bien filmé, efficace en tout point, je pense que vous allez kiffer. C'est beau, mignon et même assez fort, et je pense que vous allez passer un bon moment devant. Ensuite, j'ai vu le film Netflix, cette fois-ci, The Shadows Trace. C'est un film d'action ultra violent sorti sur Netflix, très féminin pour le coup. C'est littéralement des femmes qui tabassent des mecs tout le long, mais pas que, il y a aussi des femmes qui tabassent entre elles. C'est un film d'action, d'espionnage, d'unité secrète, gore, violent, mais surtout badass et d'action vraiment pure, 2h30, et c'est d'ailleurs la critique, c'est que c'est un peu long, je trouve. Plus t'avances dans le film, moins il s'arrête, t'as l'impression. Donc c'est un enchaînement de séquences assez satisfaisante. Pour moi, le souci, c'est que j'ai pas trouvé toujours les séquences d'action extrêmement inspirées, et il se repose beaucoup, je trouve, sur la violence et le gore à certains moments, et j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de film d'action. Mais en termes de film d'action, franchement, c'est satisfaisant, c'est efficace, il y a un côté jouissif assez appréciable au film, et vous allez pas vous ennuyer, je pense. Même si c'est un peu long, j'ai beaucoup apprécié la fin, et ça donne envie de voir une suite, mine de rien, et le concept et l'univers sont pas mal. Cette idée d'unité secrète, qui sont pas que des femmes, pour le coup, qui opèrent et qui doivent éliminer leurs propres agents et tout, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'en dehors de l'action, c'est un peu poussif. C'est pas les choses les plus intéressantes, et j'aurais aimé qu'ils développent un peu mieux l'univers d'un point de vue qualitatif et d'écriture. Et en dehors de l'action, il y a aussi moins d'idées de mise en scène, et il n'y a pas forcément des plans extrêmement mémorables. Pourtant, j'avais beaucoup aimé son précédent film au réalisateur, The Night Comes For Us, qui était bien plus mémorable pour le coup, qui était aussi une exclue Netflix chez nous. C'est long, mais c'est divertissant. Donc si vous voulez voir un film d'action violent, vous allez sûrement kiffer. Ensuite, j'ai rattrapé la mini-série Netflix Eric, que je n'avais pas vue en temps et en heure. Eric est l'histoire d'un enfant qui se fait kidnapper par quelqu'un, et le but, c'est de retrouver ce gosse. Il y a une enquête qui est faite, sauf que le père, interprété par Benedict Cumberbatch, a de vrais soucis. Premièrement, c'est un alcoolique, mais il a des vrais regrets parce qu'il pense que c'est à cause de lui que son enfant a été kidnappé. Évidemment, il y a toute une vie de famille qui est horrible. Et ça qui est intéressant, c'est l'enquête en parallèle, avec un côté très politique par rapport au racisme de une, parce qu'il y a un côté par rapport aux noirs américains, et en même temps, ce mec qui s'auto-détruit à l'alcool, à la drogue, et qui détruit sa vie de famille, qui essaie de retrouver son fils et qui a des regrets. Donc il y a un équilibre qui est fait par rapport à ça. Il y a toute une marionnette qui vient en jeu comme une sorte d'élément de la psyché du personnage, et en même temps un moyen de sauver ce gosse parce que c'est un mec qui est un artiste qui fait des marionnettes à la télé. J'ai bien aimé plonger dans l'histoire de famille, dans la psyché de ce père, dans ce New York des années 80 je crois, un peu filmé en mode pellicule d'ailleurs, qui est très sympa, et les enjeux politiques et par rapport au racisme, à l'homosexualité et tout qui sont pas mal. Honnêtement, c'est bien joué, c'est bien écrit, il y a quelques séquences qui sont vraiment cool, de belles fulgurances, c'est efficace en tout point. C'est pas non plus la série la plus mémorable, mais je pense que vous allez tous kiffer parce que ça fait le taf à tous les niveaux comme il faut. Et je crois que c'est que 6 épisodes si ma
mémoire est bonne. Donc franchement, si vous aimez ce genre de série, ces mini-séries de drame Netflix qui sont pas exceptionnelles mais qui sont bien, bah, je vous la conseille parce que c'est un vrai bon moment aussi. L'une des surprises assez sympathiques de cette année, c'était le film Caddo Lake sur Max. Caddo Lake, ça raconte l'histoire d'un lac dans lequel il se passe des choses très étranges, des personnes disparaissent et on se demande pourquoi. Il y a un côté évidemment mystérieux à la chose. Je vais pas vous révéler à quelle série ça me fait penser, mais si vous connaissez la chaîne et mon amour pour cette série, vous savez de quelle série je parle. Donc il y a un côté très cette série-là, parce que si je vous dis la série, ça va vous spoiler. Mystère, enfant qui disparaît, des choses comme ça, et il y a un truc par rapport à ce qui se passe dans le lac-là qui est intéressant. Et il y a deux intrigues en parallèle qui vont se créer, l'une avec un homme qui est un peu perdu dans sa vie, et l'autre qui essaie de retrouver ce membre de sa famille qui a disparu. Ça va aller assez loin, et j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui est installée, la musique, le son, la force aussi un peu émotionnelle de certaines séquences. J'ai trouvé ça vraiment très divertissant. C'est pas un film d'horreur, c'est plus un film de mystère plus qu'autre chose, et c'était bien. Il y a des retournements de situation constamment, ça joue clairement sur les forces et motivations des personnages, c'était aussi très efficace. Il y a toute une thématique aussi sur l'héritage qui est pas mal et intéressante. Oui, le film met un peu de temps à se lancer, mais dès que le mystère est mis en place, là c'est vraiment kiffant, et pour ceux qui se posent la question après avoir vu la bande-annonce, ce n'est pas un thriller, c'est vraiment un film de mystère, de fantasy. Donc honnêtement, c'était très divertissant aussi, et je peux vous le conseiller. Ensuite, j'ai vu un documentaire Netflix aussi qui s'appelle The Remarkable Life of Evelyn, où je crois la vie extraordinaire d'un gamer, quelque chose comme ça. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est né avec une maladie qui allait lui causer de plus en plus de problèmes et d'handicaps au cours de sa vie, et une durée de vie bien plus courte au final. Et au fur et à mesure des années, tu vois qu'il était extrêmement malade, il pouvait même plus se déplacer, du coup il est devenu accro à World of Warcraft. Il jouait 12 heures par jour, et lors de son décès, sa famille découvre un peu les amis qu'il s'est fait dans WoW, tout simplement. Et au fait, ça sera un film hommage à ce jeune homme-là, qui est décédé il y a quelques années, comment il s'est créé une communauté, une vie sociale dans un univers de jeux vidéo, car lui n'y avait pas accès dans la vraie vie. Il pouvait pas tomber amoureux, il pouvait pas avoir d'amis, parce qu'il pouvait littéralement pas bouger. Donc c'est une histoire très touchante de comment les jeux vidéo lui ont rapporté du bonheur dans la vie, les amis qui s'est fait dans ces jeux vidéo-là, ses amours aussi, et plein de choses comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont mis en scène dans le jeu, dans World of Warcraft, des moments de la vie de ce jeune homme, et du coup il y a un parallèle qui fait entre sa vraie vie, les choses qu'il ne pouvait pas atteindre physiquement et même émotionnellement, et le jeu vidéo, et j'ai trouvé ça trop bien. C'était vraiment intéressant la manière dont ils ont fait de la mise en scène dans le jeu. Si vous voulez voir un documentaire touchant, beau, pas que sur les jeux vidéo, mais sur l'amour social et comment ce jeune homme a changé la vie de beaucoup de personnes via ses interactions, qu'il avait du mal à faire en plus parce qu'il pouvait même pas taper, tu vois, il avait un clavier spécial et une souris spéciale. C'était vraiment touchant, c'est sur Netflix et je peux vous le conseiller aussi. On reste sur Netflix avec une mini-série qui s'appelle The Madness, qui est sortie la semaine dernière. The Madness, c'est l'histoire d'un personnage interprété par Colman Domingo qui se fait accuser à tort d'un meurtre et il doit échapper à la police et à d'autres criminels. Et il y a un côté un peu, évidemment, le fugitif, mais surtout thriller d'action paranoïaque, d'où le titre du film de Madness. Il y a un côté vraiment parano, et ils vont bien mélanger le côté parano de cet homme qui se fait rechercher par plusieurs groupes, et en même temps le côté politique américain avec les journalistes, avec l'extrême droite, avec le côté un peu deep state, conspiration, tout ça qui est plutôt cool, divertissant, qui en fait un bon thriller de 8 épisodes d'à peu près 45 minutes chacun, et c'est ça qui est fun à voir. C'est de une Colman Domingo qui joue super bien et qui est génial, mais c'est surtout que chaque épisode est vraiment différent, il y a plein de rebondissements, ça avance constamment. La série va pas traîner en longueur, faut que ça aille vite, et c'est ça qui est kiffant aussi. Ça te prend pas pour un con. Oui, ça aurait peut-être pu être un film en soi, mais je trouve que le format 8 épisodes marche bien. Je me suis pas ennuyé, c'était vraiment une bonne série qui, je trouve, mérite d'être vue, parce que franchement, chaque épisode rapporte quelque chose de fondamentalement différent. Il y a plein de retournements, plein de gens qui meurent, ça avance constamment. C'est ça qui est vraiment bien, et vu que je m'étais tapé From juste avant, j'étais content de voir une série qui avance. Ça essaie des choses en termes de mise en scène, surtout par rapport à la paranoïa qui est pas mal. Ça parle de thématiques sérieuses, surtout politiques, comme je vous l'ai dit, par rapport à qui est cet homme, sans trop vous en révéler, mais sa couleur de peau joue déjà, mais pas que ça. Il y a un côté à la fois focus sur l'action, l'enquête et le fait de vouloir quitter, pas les États-Unis, mais cette vie afin de se protéger. La série est plutôt bien shootée, et là, la gueule, c'est pas une grande série ou excellente, mais c'est extrêmement divertissant, ça se regarde très très vite, j'ai quasiment binge-watché, donc je ne peux que vous la conseiller. Une petite réussite que je vous conseille clairement. On continue avec Netflix avec un film, cette fois-ci, qui s'appelle It's What's Inside, ou je crois en français, Jeu intérieur. C'est l'histoire de plusieurs amis qui se regroupent pour célébrer un mariage, et l'un de ces amis a une sorte de valise qui va permettre de faire un jeu. Grosso modo, cette valise va connecter plusieurs personnes et changer leur disque dur de cerveau pour le mettre dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc en gros, c'est un jeu où tu changes de corps avec tes amis, et c'est une sorte de loup-garou qu'ils font là. Tu dois trouver qui est dans le corps de qui par rapport à leur personnalité. Le concept est déjà très fun, ça va très très loin, croyez-moi, et j'ai adoré l'esthétique du film, qui est une sorte de huis clos, encore une fois un peu parano, parce que tu sais pas à qui tu peux faire confiance, qui est qui, d'où ils viennent, et quelles sont les motivations de ces gens-là. Chaque personnage a un peu des motivations, on va dire, un peu traites. Il y en a qui sont amoureux de certaines personnes,
personnes, ils essaient de faire des trucs entre eux et tout, alors qu'il y en a qui sont mariés en couple. Il y a plein de problèmes à voir dans leur couple, dans leur motivation entre personnages, et c'est ça qui va créer du stress, de la tension, et c'est un thriller quoi, 1h45 je crois, extrêmement efficace, extrêmement divertissant. Déjà, le concept est bien, mais plus vous allez avancer, plus vous allez être surpris dans quelle direction ça va. Certes, à certains moments, le film va un peu trop vite et je pense que c'est le but de créer de la confusion parce que toi, en tant que spectateur, tu ne sais pas qui va être qui et ça crée du stress forcément et il y aura forcément des twists et des choses comme ça. Oui, c'est un peu confus à certains moments, mais quel pied quoi. Une vraie énergie se dégage de la mise en scène de l'œuvre qui change beaucoup de couleurs, beaucoup de scènes, qui va jouer dans le côté un peu psychédélique à certains moments. Ça va même être métaphysique pour vous dire à certains moments parce que forcément, tu es dans le corps de quelqu'un d'autre. Du coup, ça remet en cause toute ta vie. Il y a un côté existentiel à l'œuvre qui est trop bien et sur lequel il joue, même si j'aurais aimé qu'il joue un peu plus. Et le film est extrêmement efficace en 1h45, mais je pense que 15 minutes de plus, ils auraient pu être un peu plus philosophiques. C'est pas forcément le but parce que ça reste un film fun, mais quelle belle surprise et quel bon délire. Je pense typiquement que c'est le genre de film qui est aussi fait pour être vu avec des potes parce que vous allez essayer de deviner qui est qui et comment ça se finit. Et avec des bières, des pizzas, des choses comme ça peut être un très bon moment. Donc si vous avez l'occasion de faire ça, ou même tout seul, c'est très bien aussi. Je pense que vous allez tous kiffer. C'est un film qui peut plaire à tout le monde. Donc très bonne surprise me concernant. Et on continue toujours avec Netflix. Et oui, il y a eu pas mal de rattrapages que j'ai fait cette année sur la plateforme avec Adagio, un film que j'attendais pas mal. C'est le film de Stefano Sollima que vous connaissez pour des œuvres comme Gomorrah, comme Sicario 2 par exemple. Et là, il fait une sorte de film thriller, criminel, mafia, gangster à Rome. Il est italien, évidemment, le réalisateur, et ça se passe en Italie avec des acteurs hyper connus comme Pier Francesco Favino. Et ce qui est vraiment bien dans l'œuvre, c'est que ça raconte une histoire générationnelle de gangsters. Donc ça va suivre globalement un jeune homme qui est dans des mauvaises affaires avec un type de personnes. Je ne vais pas vous révéler qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font parce qu'il y a du mystère par rapport à qui ils sont réellement, mais il va s'embourber dans un truc qui le concerne et qui cause plein de problèmes et on va lui conseiller d'aller voir un vieux mafieux, sauf que ce vieux mafieux, il a des liens avec le père du gamin, enfin bref, c'est tout un bordel que je ne vais pas trop révéler ici, qui est hyper divertissant pour le côté de une thriller sombre, un peu noir, italien, dans les bas-fonds de Rome, et en même temps le côté générationnel, rédemption des criminels, il y a un côté fin de vie aussi par rapport à ça, l'héritage de ces criminels, comment le monde a changé par rapport à ces criminels, et ça y va constamment dans cette direction, sur l'âge de une, sur la nouvelle génération, que j'ai adoré. Il y a aussi un côté un peu ville en érosion, je vais pas trop révéler non plus, mais entre corruption, mafia, police et plein d'autres choses, j'ai trouvé la mise en scène géniale, très sobre, très efficace, très solennel, parce que c'est un film sur la vieillesse encore une fois, mais aussi sur l'utilité de la vie, sur la remise en question de ces derniers moments dans une vie. J'ai trouvé ça génial, honnêtement, l'un de mes films préférés de cette année. Il y a un côté rancœur du passé à affronter aussi qui est vraiment cool, tout en ayant une lueur d'espoir avec un film qui tient en haleine tout le long. Donc moi j'ai adoré, honnêtement, l'un des plus beaux films de cette année. Je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai envie de vous conseiller l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur film d'animation de cette année, avec Flow, que beaucoup de personnes ont vu. Et c'est pour ça que j'ai changé mes règles, au fait, par rapport à ce genre de vidéo, parce que Flow, je l'ai vu en début de mois. Et j'aurais dû en parler, au fait, quand il était encore en salle. Il est sûrement encore en salle dans plein de cinémas, parce que le film marche plutôt bien. Mais c'est dommage d'attendre un mois, surtout quand le film est en salle, pour en parler. Donc c'est pour ça que j'ai changé les règles, et ça compte aussi pour mon film de fin de vidéo. Flow, c'est un film d'animation muet d'1h25 sur un chat dans une sorte de monde biblique. C'est une sorte de fable de la montée des eaux. Il y a un côté un peu arche de Noé à l'œuvre. C'est un film coproduit laiton, belge, français. Il y a plein de financements différents pour raconter une fable qui cartonne aux States d'ailleurs en termes d'audience et en termes de récompense. Il y a plein de gens qui veulent voir le film. Et c'est compréhensible parce que en gros, pour faire simple, c'est une sorte de conte à la Le Robot Sauvage, mais plus muet et uniquement en narration visuelle. Alors que j'adore Le Robot Sauvage, c'est pas pour critiquer le film. Mais c'est vrai qu'il y a un côté plus sincère à l'œuvre ici, moins tire-larme aussi. Et c'est clairement l'un des meilleurs films de l'année pour le côté aventure, rencontre entre les animaux, le développement de ces personnages fatalement, le côté symbolique, poétique de l'œuvre par rapport à l'eau et aux créatures de l'eau et plein d'autres choses comme ça. Tout est compréhensible par rapport aux sentiments que ces animaux ressentent. À leur motivation, ça parle aussi beaucoup de société, mine de rien, par rapport au rejet des autres. Je trouve qu'en termes de caméra, ça fait un peu jeu vidéo. À certains moments, ça va tout le temps tourner autour des personnages comme si c'était une démo technique et ça m'a un peu sorti de l'œuvre. Je préfère pour le coup le style du Robot Sauvage qui est plus film. Encore une fois, je compare les deux parce que c'est une fable qui se ressemble beaucoup, même si je pense que j'ai préféré Flow. C'est juste ça que j'ai regretté un petit peu. Après, le budget de Flow est ridicule comparé à des productions comme DreamWorks, on est d'accord. Mais j'ai adoré le travail sur l'ambiance, sur le récit biblique qui est génial, et l'humanité qui réside aussi dans ces édifices du passé, comme si un peuple vient de tomber, qui est très beau à voir. Et il y a aussi, encore une fois, un côté métaphysique à la chose. La direction artistique est belle, unique, et honnêtement, c'était une claque, donc je ne peux que vous le conseiller. C'était aussi très drôle, donc j'ai
vraiment adoré, allez-y. Une pause maintenant jeu vidéo avec un jeu vidéo qui m'a matrixé surtout ce précédent week-end. Je voulais pas l'acheter à la base, mais c'est Balatro. Balatro, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu indépendant qui est nommé d'ailleurs Game of the Year cette année. C'est pour ça que je l'ai acheté en fait, c'est que je me suis dit pourquoi est-ce qu'un jeu de cartes est nommé au GOTY à côté genre d'Elden Ring. J'étais à l'aéroport ce week-end, j'ai pris un petit week-end et je me suis dit allez, je vais l'acheter sur mon téléphone parce qu'il est disponible sur téléphone, PC, plein de consoles. Je vais essayer. Ça a gâché mon week-end. Je vous jure, je ne pensais qu'à Balatro. Au fait, c'est un jeu de poker. Alors moi de base, j'adore le poker, mais pas besoin d'aimer le poker pour aimer le jeu. C'est juste que ça utilise les mécaniques du poker, les nombreuses combinaisons de cartes pour en faire un jeu roguelike où tu vas débloquer des jokers, des bonus et tout. Et au début, je me suis dit ok, c'est un jeu de poker sympa, pourquoi pas. Et dès que j'ai perdu ma game, j'ai compris. Et tu commences à réfléchir à comment faire des méta, des builds, des astuces, à comment t'améliorer dans le jeu. Et c'est une addiction pure et dure. C'est du crack dans vos veines. Je crois que j'ai pas été addict à un roguelike comme ça de ma vie. Pourtant, j'en ai fait dans ma vie des roguelikes. Mais alors celui-ci, même en termes de jeux vidéo, je vous jure, dès que j'avais un moment dans le train, dans le métro, à l'aéroport, dans l'avion, j'ai même pas senti l'atterrissage. J'ai rien senti. J'étais matrixé sur mon téléphone. Je l'ai désinstallé de mon téléphone. Pourquoi? Parce que ça gâchait ma vie. La force et l'efficacité d'un jeu comme ça, pour moi, Balatro, mais sans exagération, c'est une sorte de nouveau Tetris. C'est tellement simple, mais tellement addictif et tellement complexe à la fois parce qu'il y a plein de méthodes de jokers et tout que tu peux faire. C'est un jeu que tu peux lancer, arrêter, c'est des runs que tu peux faire qui durent 5 minutes ou 1 heure. C'est une dinguerie à quel point tu veux être meilleur dans le jeu, tu veux t'améliorer, tu débloques plein de jokers, du coup il y a une vraie progression, tu débloques des decks et tout. Là, je me suis acheté un Steam Deck, je vous en ferai une critique lorsque je l'aurai plus utilisé et je jouais sur mon Steam Deck et je me suis dit waouh, ce jeu va gâcher ma vie. Du coup, que sur le Steam Deck, le téléphone c'est fini. Si vous vous dites ok, c'est un jeu de cartes qui a été nominé au GOTY et ça vous saoule, essayez, jouez 1 heure et vous allez comprendre. Vous allez comprendre à quel point le jeu est pire que de la méthamphétamine dans les veines. Je pense que Walter White, il aurait dû vendre ça quoi. Le jeu cartonne, tant mieux parce que c'est une drogue pure et dure et c'est juste un jeu où tu vas ressentir des émotions parce que parfois tu vas être au fond du trou durant une run, tu vas dire ouais j'ai envie d'arrêter ma run, c'est pas bon. Tu vas choper le joker qui va tout changer, tu auras une sorte de rebondissement, tu vas rattraper tes erreurs du passé durant la run, tu vas faire une autre run, tu vas dire putain ça c'est un bon joker pour faire des longues runs. Tu vas toi-même développer des stratégies, tu vas lire en ligne des stratégies, c'est l'ordre des cartes et tout. C'est exceptionnel. C'est l'un des meilleurs jeux que j'ai fait, je pense, ever. J'ai joué 15 heures pour vous dire et j'ai mis 15 heures à finir une run. Ensuite, j'ai joué sur mon Steam Deck, ma 3e partie de mon Steam Deck. Donc, au bout de 5 minutes, parce que j'ai perdu les deux comme un débile, j'ai encore gagné. Et je pense, une fois que tu as compris comment gagner, tu peux gagner facilement, entre guillemets. Il te faut les bonnes cartes et tout. Il y a un côté RNG, évidemment. Et je suis content d'avoir acheté un Steam Deck parce que je me ferai plus de jeux comme ça. Donc, si vous doutez de Balatro, ne doutez pas parce que c'est un grand jeu. Et j'y ai joué que 15 heures. Je pense que vous pouvez y jouer beaucoup plus pour tout débloquer. Je pense que c'est des dizaines et des dizaines d'heures. Mais je vais y jouer dans les semaines et mois qui viennent. Je pense que ça sera mon go-to pour plein de séances quand j'ai envie d'avoir un temps mort, quoi. Ou je suis dans un endroit où je suis en mode temps mort, justement. Mais mon œuvre préférée de cette vidéo est le film qui est sorti hier, Conclave, que j'ai adoré. Conclave est une histoire inventée, alors que je pensais que c'était une histoire vraie en mode biopic, mais pas du tout. C'est une histoire inventée d'un pape qui est décédé et du coup du conclave. Il y avait déjà un film sur ça à l'époque que j'ai pas vu. Et du coup, comment s'organise la nouvelle élection du nouveau pape avec différents personnages qui ont différentes ambitions, qui veulent tous devenir pape plus ou moins. Politique, thriller dans le Vatican, de fiction forcément, mais qui s'inspire de beaucoup de choses qui sont vraies. Et ça parle de ça. Il y a une vibe un peu mini-série HBO, t'as l'impression, parce qu'il y avait tellement plus de choses à développer, je trouve. Le film est très direct et efficace, et dure 2 heures et c'est limpide de ouf. Mais au fait, l'ambiance, l'esthétique est tellement géniale, prenante, que t'avais envie d'en voir une mini-série de 6 épisodes pour continuer l'expérience. Et ça, je le dis d'une manière vraiment très améliorative, très positive, j'ai envie de vous dire, parce que je voulais pas que le film s'arrête, quoi. C'est un huis clos avec beaucoup de personnages, beaucoup de rebondissements, une enquête aussi à la fois, les motivations de chacun, parce qu'il y a plein de gens de différents pays, de différentes cultures qui veulent devenir pape. Il y a un enjeu sur le trône, justement, du fait d'être pape. Bref, il y a plein de choses par rapport à ça qui donnent envie de voir le film, qui te tient en haleine tout le long. C'est vraiment un film politique, plus commérage, parfois mature, parfois un peu moins. Et c'est ça qui est fort, c'est au fait de voir ces gens qui vivent pour leur foi, qui sont normalement, bah voilà, des très grands chrétiens catholiques, qui devraient vraiment être les gens les plus exemplaires, tomber dans des facilités, dans des manigances, remettre en question leur foi, leur humanité, les choses qu'ils font qui sont parfois assez discutables, pour pas dire illégales ou horribles. Et c'est ça qui est fascinant, c'est comment la foi de quelqu'un et l'envie du pouvoir va corrompre alors que c'est censé être les gens les plus pieux du monde. Et j'adore la manière dont la foi est présente dans le film. Pas besoin d'être fan du catholicisme ou de la religion de manière générale. Vous savez que moi je suis pas fan de religion, mais j'ai adoré la manière dont ces gens-là, parce que c'est un film sur des personnages avant tout, sont remis en question et sont testés continuellement comme si c'est
dieux qui les testaient. Et c'est ça qui est fort, il y a un côté très divin, symbolique, religieux dans le scénario, dans la mise en scène qui est évidente, par rapport à des rayons de lumière, la composition de certains cadres, comment ils sont placés dans une cour par exemple, ou dans un cinéma ou salle de théâtre, peu importe. Ça se concentre sur des personnages avant tout, et c'est ça qui est fort aussi, même si l'esthétique du film est magnifique, je trouve que c'est parmi les plus belles couleurs et les plus belles séquences que vous allez voir de l'année, et c'est justement voir l'hypocrisie et le combat de chacun pour la chose morale à faire. Et il y a beaucoup de détails sur l'évolution des personnages, sur qui ils sont, sur ce qu'ils vont faire par la suite. Il y a beaucoup aussi de détails en termes de son. La musique, vous allez adorer parce que c'est typiquement le genre de musique que les gens adorent. Il y a un leitmotiv constant. D'ailleurs, si vous écoutez l'album, il y a les mêmes notes musicales qui reviennent dans quasiment toutes les chansons. Et c'est ça que vous aimez, c'est ce leitmotiv-là qui est génial. J'avoue, la composition, moi, elle m'a matrixé. Mais il y a aussi pas mal de travail sur les bruitages, les respirations, les mouvements, surtout des enveloppes et tout, ils doivent voter. C'est génial. Le jeu des couleurs symbolise d'ailleurs beaucoup de choses. Les vêtements, et d'ailleurs, je le précise, le drip catholique est mortel. Pour moi, il est imbattable. Le lexique aussi, votre éminence. Il faut s'expier. Non, trop mortel. Je sais pas si c'est un chef-d'œuvre, faudrait que je réfléchisse, mais j'ai adoré le poids de la responsabilité par rapport à ces gens. Le combat toujours moral, surtout de la part de personnes religieuses. L'acting génial de Ralph Fiennes. Pour moi, je pense aujourd'hui que Ralph Fiennes, des films que j'ai vus cette année, l'Oscar lui va à lui, quoi. Performance à la fois très calme, très posée, très subtile et fantastique, mais tous les acteurs, hein, géniaux. C'est l'un de mes films préférés de cette année. J'ai envie de le revoir, j'ai envie de l'avoir en Blu-ray, je fais signe à ma bibliothèque entre guillemets là, je ne peux que vous le conseiller. La fin va peut-être diviser, mais moi je trouve qu'elle reliait très bien les thématiques du film et il y avait une vraie profondeur et moi je l'ai beaucoup aimé hein, par rapport au précédent film du réalisateur qui était All Quiet on the Western Front, qui était bien, hein, que j'ai bien kiffé, mais celui-ci pour moi c'est son film de sa carrière pour l'instant et je ne peux que vous le conseiller. Il est disponible en salle depuis hier en France. Allez le voir en salle parce que c'est clairement un film de cinéma qui est magnifique, qu'il faut voir sur un grand écran et foncez, c'est trop bien. Mais bon, faut aimer encore une fois les thrillers politiques et tout, avec beaucoup de dialogue, beaucoup de symbolisme, c'est pas le truc pour tout le monde. Voilà, je précise. Mais ceux qui kiffent ça, vous allez adorer. D'ailleurs, concernant ce film-là, je vais me permettre une partie spoiler que je vais mettre tout à la fin de la vidéo. Donc je précise pour ceux qui sont intéressés concernant mon avis spoileresque sur le film. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et maintenant, je vais rapidement spoiler Conclave. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le personnage de Lawrence, il est considéré comme un libéral qui est très open par rapport au mariage gay, aux autres religions et des choses comme ça. Mais en même temps, lorsque ça parle de femmes, tu vois que lui il se prononce pas vraiment. Et Lawrence, c'est toujours été un gars qui faisait son travail, mais il s'est jamais prononcé. Et il allait gagner, en fait. Mais là où il perd, c'est lorsqu'il décide de mettre son propre nom dans l'enveloppe. Et c'est ce qu'on dit tout le film. La personne qui veut le moins être pape deviendra pape. Et lorsqu'il met son nom, il abandonne l'idée de ne pas vouloir être pape. Il choisit même son nom de pape. D'ailleurs, il veut s'appeler Jean ou John, je crois, en version originale. Et c'est là que tu sais qu'il a perdu parce que s'il avait marqué un autre nom, genre Aldo, Bellini ou Benitez, il aurait gagné. Et le fait de vouloir être pape parce que il considère qu'il est meilleur que les autres, et on le voit l'hypocrisie, parce que lui, il fait des choses illégales qui sont pas bien, juste pour faire descendre les autres. Et tout le long, il dit il veut pas être pape, mais il fait que descendre les autres candidats. Donc il y a un côté très hypocrite par rapport à sa foi qui est remise en question, et c'est là qu'en fait tu rends compte que le pouvoir corrompt. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la fin, ils osent jamais parler de femmes, et lorsqu'il y a cet homme ou cette femme, peu importe, c'est un mélange des deux. Je crois que c'est une personne avec des caractéristiques homme, masculine, mais juste avec un appareil reproductif féminin. Je sais pas c'est quoi le terme exact, excusez-moi pour ça, mais lorsque pour lui c'est une femme, tu vois l'hypocrisie. C'est un libéral, sauf quand c'est une femme. Et ils osent jamais parler des femmes réellement dans le film. Et ce qui est fort, c'est qu'il dit même est-ce que tu as fait ton opération pour enlever ton côté femme. Du coup, il y a un côté libéral, mais pas trop. Tous ces gens-là sont des hypocrites. Ils se considèrent tous comme pieux et des choses comme ça, mais la seule personne qui est vraiment pieuse, c'est Benitez. Parce que c'est la seule personne qui a vu la guerre, qui a voulu se donner à fond, et les autres ont toujours été des hypocrites, en fait. Ils veulent tous le pouvoir. Et c'est là qu'ils ont tous échoué. Et c'est pour ça que Benitez a réussi, et c'est ça aussi que Benitez dit à la fin, c'est en étant un peu différent que je vais peut-être faire changer les choses. Donc j'ai beaucoup aimé l'évolution, en montrant que tous ces gens-là sont fatalement assez horribles, et tous similaires au final, hein, parce qu'ils peuvent se critiquer autant qu'ils veulent. Ils font tous ça par opportunisme, même s'ils disent qu'ils le font pas par opportunisme. Ils ont tous des vices, que ce soit l'homophobie, que ce soit le côté très traditionnel qui est même raciste, islamophobe, les manipulations politiques, avec le fait d'avoir fait ramener quelqu'un qui avait couché avec... Bref, tout un bordel. L'autre côté, Lawrence, qui viole la vie privée du pape décédé. Bref, ils sont tous mauvais. Ils sont tous en train de mentir, et on le voit avec Lawrence. Tout le film, il dit non, j'ai pas envie d'avoir d'infos extérieures et tout, je suis là pour le conclave, et je veux être neutre. Et au fur et à mesure du film, il perd sa neutralité. Et le film parle de ça, parle de cette hypocrisie, parle de ces gens-là. Et la fin, bah oui, elle peut un peu diviser, les gens vont peut-être gueuler au wokisme, mais moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, ils ont toujours mis de côté leur côté libéral, parce qu'en fait, leurs idées,
ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils se sont fait, c'est la guerre entre eux, juste pour se faire la guerre. Et ils le disent, c'est pas une guerre. Si, c'est une guerre. Et ils ont jamais parlé de politique en soi. Ils ont jamais parlé d'idées, ou très peu, quoi. C'était clairement personnel, de A à Z, plus qu'autre chose. J'exagère un petit peu quand je dis ça, mais c'est pour ça que je trouvais la fin assez touchante et belle, et je pense qu'elle va rester dans les mémoires de beaucoup de personnes. J'ai fait vite, hein, pour la partie spoiler, je voulais juste parler de quelques trucs, j'aurais pu faire beaucoup plus long, mais déjà la vidéo est longue, et pour ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi dans les commentaires.